Ce livre est une sorte de lettre d'amour à l'Amérique, malgré tous ses défauts. Je veux dire, les États-Unis ont laissé derrière eux beaucoup de cadavres. Nous voulons nous battre plus fort pour le projet américain. Il n'y a pas de génocide sans les États-Unis. Le monde s'est amélioré post-Seconde Guerre mondiale. Pour qui cela s'est-il amélioré? Nous devons nous rappeler que dans les années 1980, les États-Unis ont enfin commencé à se rapprocher davantage de leurs idéaux et ont commencé à prendre leur distance avec ces dictateurs de droite. Peut-être pas au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a été l'exception. Je vais juste dire que je ne suis pas d'accord. L'Amérique peut-elle être un instrument pour les valeurs musulmanes? Il dit rien que c'est un fantasme. C'est difficile d'être fier d'être américain en ce moment. Je ne suis pas convaincu que les États-Unis avancent globalement dans une direction plus positive. Pas le cas. Ce n'est clairement pas le cas en ce moment. Ne faisons pas semblant à ce sujet. Malgré tout, je crois en l'Amérique et je pense que cela vaut la peine de se battre pour elle. Bienvenue, musulmans réfléchis. Notre nouvelle émission Hats Off abordera les problèmes urgents de la communauté musulmane. Nous avons un invité spécial à Washington, D.C., Shadi Hamid. Merci d'être venu. Merci d'être invité, c'est un plaisir. Maintenant. Alors, vous avez un nouveau livre et je pense que la majeure partie de notre discussion aujourd'hui va tourner autour de votre nouveau livre, The Case for American Power. Pouvez-vous nous parler un peu de l'idée de ce livre, de la nécessité de ce livre? Quelle a été la motivation première pour écrire ce livre? Malgré tout, je crois en l'Amérique et je pense que cela vaut la peine de se battre pour elle. Et je pense que ce message est particulièrement important aujourd'hui. Je veux dire, tant de jeunes, de progressistes, d'Arabes et de musulmans perdent foi dans le projet américain, ce qui est compréhensible, compte tenu de notre rôle à Gaza en permettant un génocide. Donc je pense que c'est un moment de remise en question. Et j'imagine qu'il y a deux chemins différents que l'on peut prendre. On peut effectivement perdre complètement foi et dire que l'Amérique ne s'améliorera jamais et que l'Amérique est une entreprise ratée. Je pense que c'est une sorte d'impasse et nous en parlerons. Je pense que l'autre option est de dire que l'Amérique, malgré tous ses défauts, est capable de se régénérer et de se renouveler. Qu'elle peut prendre des directions très mauvaises et dangereuses. Mais c'est à nous, en tant que citoyens américains, de dire, eh bien, nous avons le gouvernement que nous méritons. Nous avons les politiques que nous méritons. Nous restons une démocratie, aussi imparfaite soit-elle. Et une démocratie signifie que nous avons, en tant que citoyens, des moyens de recours, que nous pouvons réellement améliorer notre pays en nous organisant, en participant, en défendant des causes et en nous opposant. Donc, en quelque sorte, ce livre est une sorte de lettre d'amour à l'Amérique, malgré tous ses défauts. Mais c'est aussi, je pense, une description de la réalité que le pouvoir américain reste encore incontesté. Évidemment, il y a des concurrents, mais la Chine n'est pas en position de dépasser les États-Unis. Sur aucun des principaux indicateurs, qu'ils soient militaires ou économiques. Et la Chine est également extrêmement faible en ce qui concerne son attrait culturel dans le monde au sens large. Très peu de gens disent « nous voulons aller vivre en Chine » parce que nous voulons vivre une vie meilleure en Chine. Donc je pense que si le pouvoir américain va rester la règle du jeu pour les prochaines décennies, alors il faut composer avec cela. Quelqu'un doit exercer le pouvoir. Et si c'est nous, alors c'est nous. D'accord, oui. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors décomposons les choses, peut-être une à la fois. Je veux dire, je pense que je suis effectivement sensible à cet argument, et tu avances cet argument dans le livre, à savoir que la morale nécessite le pouvoir pour être mise en œuvre. C'est, je pense, bien formulé, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Et je pense que dans un autre livre, je crois que c'est celui où tu parles de l'islamisme, et où tu essayes d'expliquer ce que les islamistes espèrent réellement. Il y a presque une éthique similaire là-dedans. Est-ce que j'ai raison de dire cela? Qu'il y a deux paradigmes, mais qu'ils partagent la prise de conscience qu'il faut un certain degré de pouvoir pour protéger ou mettre en œuvre la morale. Et en réalité, les différences résidant alors dans les détails et les cadres concernant à quoi ressemble cette morale, comment elle doit être appliquée, quels sont les moyens, etc.
Mais je pense que beaucoup de gens s'opposeraient à cette idée. En particulier, je crois que beaucoup pourraient accepter l'idée générale selon laquelle le pouvoir est nécessaire pour que la morale existe. Je pense que la question ouverte est: quelle est la nature du pouvoir américain? Ou bien le pouvoir américain a-t-il une nature particulière? À quel point est-il malléable, n'est-ce pas? Ou bien y a-t-il quelque chose dans son ADN qui le rend particulièrement inadapté, n'est-ce pas, à une véritable moralité? Il y a une autre question. Est-ce que ce qui le remplacerait serait pire? Oui, C'est ça. Mais je pense que la première question est: le pouvoir américain est-il de cette nature? Parce que même les gauchistes, pas seulement les musulmans, les gauchistes diront que l'Amérique a été fondée sur l'esclavage et l'extermination des Amérindiens. Alors, qu'est-ce qui, dans le pouvoir américain, est réhabilitable? Pourquoi attend-on en particulier que le pouvoir américain puisse être racheté de ce genre de péché originel de l'État ou du projet américain? Est-ce simplement un tas de discours pompeux et idéalistes? Un cynique dirait que ce n'est qu'un discours de légitimation, pour en réalité un jeu bien plus sinistre qui se joue. Comment répondriez-vous à cela? eh bien, je pense que tout d'abord, il y a une chose qui devrait être dite, c'est peut-être évident, peut-être pas. Je suis américain. Si nous sommes américains, c'est notre pays, donc à un certain niveau, nous devons vouloir qu'il s'améliore. Je pense qu'il y a quelque chose de très étrange à être un Américain qui souhaite secrètement la chute de l'Amérique. Et je ne voudrais tout simplement pas que les musulmans américains aillent dans cette direction. Mais y a-t-il une troisième option? Y en a-t-il une? Parce que je te comprends, tu vois. Ouais, je veux dire, il y a des gens qui prônent un accélérationnisme, qui veulent que tout s'effondre. Que tout s'écroule. Mais tu penses, Tekos, qu'il y a probablement un juste milieu où certains disent: bon, pour l'instant, nous avons la puissance américaine. C'est hégémonique, ça finance et ça produit. Le génocide à Gaza. Ça est intervenu dans plus de 20 pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, peut-être qu'un désarmement ou un certain degré de désarmement pourrait au moins permettre... les gens parlent de multipolarité comme s'il y avait un juste milieu. Peut-être qu'il existe un juste milieu entre avoir l'Amérique comme hégémon qui dirige tout, et donc notre seul espoir serait de racheter cette force, ou la disparition de l'Amérique. Peut-être qu'il y a quelque chose entre les deux. Écoute, c'est possible. Je pense qu'il est difficile de voir comment le désarmement de l'Amérique fonctionnerait réellement et qui en tirerait le plus de pouvoir. En conséquence, et cela ramène à la question de savoir qui sont les concurrents et s'ils sont pires ou meilleurs. Et je pense qu'ils sont pires, la Chine, la Russie, d'autres puissances autoritaires. Mais pour revenir à ta question précédente, qui était vraiment importante, je pense que malgré tous nos péchés originels, l'Amérique, selon moi, est fondée sur un ensemble d'idées et de convictions morales qui ont une portée universelle. Certes, nous n'y avons pas toujours été fidèles, mais il nous est arrivé de l'être. Tu as des exemples, peut-être pour les sceptiques? Oui, eh bien, le simple fait que mes parents aient choisi de venir ici et que tant de personnes nées et élevées dans des régimes autoritaires disent, au bout du compte, nous voulons quitter Nous ne voulons plus vivre dans nos pays parce qu'ils sont oppressifs et qu'il n'y a pas d'opportunité. Et souvent, l'Amérique est le choix parce qu'ils voient que l'Amérique offre cette promesse de liberté et d'opportunité. Contrairement à d'autres pays d'Europe de l'Ouest, le fait que l'on puisse devenir américain et voir mes propres parents, le processus par lequel ils sont devenus américains, a été quelque chose de magnifique à observer. Alors qu'en France ou en Allemagne, par exemple, il est très difficile de devenir français ou de devenir allemand. On peut avoir un passeport allemand et devenir citoyen allemand, mais on ne sera jamais pleinement accepté comme allemand. Donc, ce qui est beau dans le projet américain, c'est que l'on peut réellement devenir américain. Et cela tient en partie à nos documents fondateurs qui permettent ce processus, comme la Déclaration d'indépendance. La Constitution est un document qui consacre réellement certains idéaux moraux, qui offre un espace ouvert pour que les gens puissent venir en Amérique s'ils adhèrent aux idéaux américains et au projet américain, et tout le monde peut le faire. Ce n'est pas fondé sur l'ethnie ou la religion, et le fait qu'en plus l'Amérique soit ouverte religieusement, alors on peut pratiquer pleinement en tant que musulman.
Et cela n'enlève rien à votre identité américaine. C'est encore une fois quelque chose de très unique. Aussi, et c'est peut-être plus controversé, le monde s'est effectivement amélioré après la Seconde Guerre mondiale. Donc cela coïncide en quelque sorte avec la domination et l'hégémonie américaine. Pour qui cela s'est-il amélioré? Pour le monde dans son ensemble. Je veux dire, si l'on regarde simplement les faits, et je l'expose dans le livre, la majorité des morts sur les champs de bataille, des guerres interétatiques, en ce qui concerne les conflits violents de manière plus générale, tout cela a considérablement diminué après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a cette hégémonie américaine croissante. Mais surtout lorsque l'Union soviétique s'effondre et qu'il ne reste qu'un seul hégémon, une seule superpuissance, je veux dire, les années 1990 ont été en quelque sorte l'apogée de la paix et la prospérité, pas pour tout le monde et certainement pas pour tout le monde au Moyen-Orient. Mais si l'on regarde réellement ce qui s'est passé, rien que la troisième vague de démocratisation, comme vous le savez probablement bien, nous atteignons un pic d'environ 53% du monde, 53% du nombre total de pays dans le monde étant des démocraties. Et cela a un peu baissé depuis, mais cela reste toujours autour de 50%. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était à peine 8%. Pourquoi cela s'est-il produit? Nous devons nous demander pourquoi cela s'est produit. Parce qu'il existait une Amérique puissante qui séduisait une grande partie du monde et qu'il y avait un effet d'entraînement où les gens avaient deux choix. Soit vous vous dirigiez vers l'Union soviétique et le communisme, ce qui n'était pas très attrayant pour la plupart des gens. Et puis il y avait ce genre ce phare, disons. Je dois préciser que le signal n'a pas été donné encore une fois, cela devrait aller de soi, mais au cas où certains ne me connaîtraient pas bien, j'ai toujours été très critique tout au long de ma carrière quant au fait que nous n'ayons pas été à la hauteur de ces idéaux. Durant la guerre froide, nous avons soutenu des dictatures de droite dans le monde en développement, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 1980, les États-Unis a enfin commencé à se rapprocher davantage de ses idéaux et à prendre ses distances avec ces dictateurs de droite. Peut-être pas au Moyen-Orient qui a été l'exception, mais dans une grande partie du monde en développement, nous avons commencé à exercer des pressions, que ce soit sur les dictateurs aux Philippines, au Brésil, au Chili. Il a commencé à y avoir une évolution positive et à reconnaître que nous étions allés trop loin. Nous avons fait de très mauvaises choses pendant la guerre froide. Maintenant, nous allons essayer de nous racheter de nos fautes. Et puis, il y a eu ces transitions démocratiques dans le monde en développement, en partie grâce aux pressions américaines. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici votre frère Maaz Al-Muqtad, le PDG de Bayt Al-Maaz. L'hiver est l'une des saisons les plus difficiles pour les familles vivant dans des communautés vulnérables à travers le monde. Pour eux, le froid n'est pas seulement désagréable, il est mortel. Beaucoup affrontent des températures glaciales sans vêtements adéquats, sans couverture ni chaleur. Beaucoup souffrent de la faim car ils sont contraints de choisir entre se chauffer et se nourrir. De nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsque les salles de classe sont fermées à cause du froid glacial à l'intérieur même du bâtiment. Chez Bayt Al-Maal, nous œuvrons pour changer cela. Avec votre soutien, nous fournissons aux familles des vêtements chauds, des couvertures, du combustible et de la nourriture. Nous gardons les écoles ouvertes avec des chauffages afin que les enfants puissent continuer à apprendre. Et nous apportons de l'espoir à ceux dont les hivers seraient autrement remplis d'inquiétude et de souffrance. Votre compassion peut transformer ces jours sombres et froids en moments de chaleur. Sécurité et dignité. En parrainant un kit d'aide hivernale pour une famille en Afghanistan, au Bangladesh, au Liban, en Palestine, dans le nord de la Syrie, en Turquie et ailleurs, vous contribuez à leur fournir l'essentiel pour traverser la saison hivernale. Rejoignez notre communauté de donateurs pour transformer notre compassion en chaleur. Je vais simplement dire que je ne suis pas d'accord, mais il est très important de démêler tout cela. Et il y a beaucoup de sujets qui restent ouverts. Je vais essayer de les garder en tête. L'une des choses intéressantes dans ce que vous avez dit, c'est la différence entre le projet américain
et le fait de devenir américain par rapport, par exemple, à l'Europe et à ce que l'on pourrait appeler l'État-nation post-ethnique. Bien qu'il soit vrai, je pense, que les États-Unis n'ont pas tout à fait le monopole de cela. En fait, beaucoup de gens diront que le Canada est en réalité l'exemple parfait de l'État-nation post-ethnique. Et cela nous amène à une question distincte que vous avez soulevée, à savoir l'idée qu'il existe une dichotomie entre l'hégémonie américaine et l'autoritarisme soviétique ou chinois. Je pense que même les libéraux diraient que, ce que nous voulons vraiment, c'est un ordre mondial, libéral, un ordre fondé sur des règles, des droits de l'homme plus proches de ceux du Canada, des systèmes internationaux qui fonctionnent en retirant effectivement une partie de la souveraineté aux États-nations pour la confier davantage à des instances internationales. Cela constituerait, je pense, une troisième voie que certains pourraient défendre. Parce que, pour être franc, je veux dire, les États-Unis ont laissé derrière eux un sillage de nombreux morts. Et je pense qu'une des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est la façon dont, vous savez, on dit qu'il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques, n'est-ce pas? Comme la manière dont nous mesurons les morts sur le champ de bataille, la sécurité et ces choses-là. Je suis conscient de la façon dont, au fil du temps, nous avons réussi à externaliser une grande partie des difficultés, des conséquences et de la violence, de sorte qu'elles ne deviennent pas mesurables. Parce qu'une fois qu'elles sont mesurables, alors elles deviennent un problème et les gens s'organisent et réagissent contre elles. Donc c'est vrai, plus personne ne déclare la guerre aujourd'hui. Nous avons des soi-disant conflits de basse intensité. Nous avons, vous savez, des famines provoquées par l'homme comme ce qui se passe à Gaza en ce moment. Nous disposons de nombreux outils pour infliger de la violence et de la souffrance aux gens de manière indirecte qui ne sont pas des morts classiques sur le champ de bataille comme lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a ce vecteur-là. L'autre vecteur, c'est que vous avez mentionné le fait de devenir américain, vos parents, et d'observer ce processus. Évidemment, ma famille est italienne. Elle est arrivée en 1905, donc c'est une histoire bien connue. Mais en même temps, ne trouvez-vous pas cela ironique? Spécifiquement pour l'Égypte, comme pour les États-Unis, c'est le soutien aux régimes autoritaires dans ces endroits. On dirait une arnaque, comme la mafia, non? La mafia arrive et dit « J'ai entendu que vous aviez un problème de plomberie. » Et vous répondez « Quel problème ?» Puis il le crée. Alors, À quoi peut-on l'attribuer? La question, à quoi l'attribuer? Cela nous amène à la question concernant les pays d'Amérique latine. Pas encore le Moyen-Orient, mais les gens passent à la démocratie. Peut-on attribuer cela à la bienveillance des États-Unis? Dans quelle mesure? Est-ce que ce n'est pas plutôt une conception réaliste du pouvoir où les gens résistent et n'acceptent plus cela? Et peut-être que les États-Unis sont en train de passer à une forme de soft power. On voit beaucoup de programmes que Trump est en train de supprimer et que Biden et les démocrates avaient mis en place, USAID et d'autres, qui, en plus d'apporter de l'aide, ce sont des outils de soft power, n'est-ce pas? Ils comportent ça des politiques, des choses assorties de conditions et d'autres éléments de ce genre. Donc ces éléments, je pense, compliquent ta thèse. Je ne suis pas convaincu que les États-Unis évoluent globalement dans une direction plus positive. qu'ils aillent dans cette direction, ce n'est pas le cas. D'accord. Ne faisons pas semblant à ce sujet. Écoute, il y a quelques points que je voudrais soulever. Tu as vraiment soulevé de très bons arguments. Je dirais qu'il n'y a rien de structurel concernant L'Amérique, ou le pouvoir américain qui l'oblige à être néfaste. Là où les gauchistes, comme tu l'as souligné plus tôt, diraient qu'il y a quelque chose d'intrinsèque dans l'exercice du pouvoir américain qui mène à la destruction. je Je ne vois pas comment on peut avancer cet argument étant donné que l'Amérique n'est pas une force abstraite et unifiée qui agit simplement. Elle est composée de personnes, d'individus, d'agences concurrentes et de factions, et au final, les individus ont leur propre pouvoir d'agir. Donc, quand on généralise en disant que l'Amérique est et sera toujours une seule et même chose, je pense que cela n'a pas vraiment de sens, car on a vu à quel point la politique américaine change selon l'administration en place. Et on le voit très clairement avec Donald Trump. Il y a de nouveaux responsables qui ont des visions très différentes de la manière d'exercer le pouvoir américain. Et maintenant, nous avons vu à quoi ressemblent certains de ces résultats.
Et je pense qu'on peut dire maintenant que le Parti démocrate et le Parti républicain ne sont pas équivalents. Peut-être qu'ils sont tous les deux mauvais à leur manière, mais l'un est clairement pire. Je pense que je suis à l'aise de le dire aujourd'hui. Parce qu'on a vu, vous savez, 9-10 mois de l'administration Trump, et c'est pire que ce que nous pensions. Je dirais que donc oui, je pense que beaucoup de choses dépendent du fait que vous pensiez que l'Amérique peut changer ou qu'elle est figée selon une seule chose. Je le ferai. Je ne veux pas créer une prophétie autoréalisatrice où beaucoup d'entre nous, en tant que musulmans américains et progressistes, disent que l'Amérique est entachée par le péché originel. Et qu'alors, beaucoup d'entre nous quittent le système politique. C'est ça. Nous arrêtons de participer, d'aller voter, d'essayer de changer les choses, comme essayer de plaider au sein du système. Et évidemment, cela va laisser le terrain à des personnes qui ne partagent pas nos valeurs. C'est vrai. Et si vous croyez que l'Amérique est une démocratie, alors vous devez aussi croire qu'elle peut changer. Sinon, ce n'est pas une démocratie. C'est tout le principe de la démocratie. Les démocraties doivent, à un certain niveau, pas totalement, mais elles doivent être réactives à leurs électeurs et à leurs administrés. L'autre chose que je dirais, c'est que l'Amérique n'est pas une organisation de défense des droits de l'homme. Donc, nous avons cette notion dans le livre que j'appelle le sophisme du nirvana, où nous ne comparons pas les États-Unis aux alternatives réalistes. Nous comparons les États-Unis à un État imaginaire, merveilleux et bienveillant que nous avons dans nos esprits. Un tel État n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, les califats musulmans n'ont pas été des acteurs parfaits et bienveillants. L'exercice du pouvoir l'exige. À un certain niveau, cela signifie que vous allez faire de mauvaises choses, que vous allez opprimer des gens. Et je ne pense pas qu'il existe une tradition religieuse ou politique qui puisse empêcher cela d'arriver. Est-ce que... Vous pensez que le prophète a dit « Je suis une personne réprimée » Non, je parle du califat, je parle... à propos de... je veux dire, il y a eu des fitnas, il y a eu des guerres civiles. Après les Omeyyades, je veux dire, les Omeyyades ils ont gagné, c'est certain. Il y avait profond désaccord entre les Sahaba. Ouais. Et ils se sont même violemment affrontés bien avant les puissants Omeyyades. Vous voyez, même en théorie, il existe une possibilité d'oppression car personne n'est infaillible. Ouais. Exactement, d'accord. C'est ce que je dis. Ouais. Je veux dire, évidemment, il s'agit d'un spectre. Et je pense que les 4 califes, guidés par la justice, figuraient parmi les plus grands chefs d'œuvre de l'humanité. Mais étaient-ils parfaits à 100%? Non. Donc, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de déchu dans ce monde. Sans vouloir utiliser un langage trop chrétien, mais si le péché est inévitable et qu'à un certain niveau, nous, en tant qu'êtres humains, simples mortels, serons brisés par le péché, nous essayons d'aspirer à mieux, mais nous n'atteindrons jamais la perfection. C'est quelque chose que nous devons accepter dans ce monde. Et je pense que c'est une chose difficile à accepter pour nous. Owe Marendram a écrit dans son article fascinant sur la défense du califat, que beaucoup de vos auditeurs connaissent sûrement. Il parle d'une asymptote en mathématiques. Il utilise cela pour parler de l'idée du califat, que une asymptote en mathématiques est quelque chose qui est toujours... C'est toujours, en quelque sorte... C'est hors de portée, on s'en approche, oui, on n'y arrive jamais. On n'y parvient jamais. Oui, c'est toujours hors d'atteinte, tu t'en rapproches, mais ça ne va jamais vraiment se croiser exactement. Il y a donc cette part d'insaisissable dans l'aspiration à la grandeur et à la perfection. Et je pense que l'Amérique, d'une certaine manière, n'est peut-être pas tout à fait comme un califat à cet égard. Mais il y a cette idée d'aspirer à quelque chose qui ne pourra jamais être atteint. N'est-ce pas? Et je pense que cela est ancré dans le projet américain. Nous sommes bien meilleurs que ce que nous étions il y a 100 ans, ou même d'ailleurs il y a 70 ans, à l'époque de la ségrégation raciale.
quand les Noirs étaient des citoyens de seconde zone et étaient séparés du reste de la population. C'était encore dans la mémoire vivante. Bien sûr. Pour beaucoup d'Américains, et même, en fait, vous savez, jusqu'à Donald Trump. Je dirais aussi que les musulmans américains, et même maintenant, dans une certaine mesure, les musulmans américains sont dans une position plus forte aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Parce que l'Amérique s'est inscrite dans le projet. Nous, en tant que musulmans américains, avons affirmé nos droits démocratiques et politiques. Et nous, je pense que notre avenir dans ce pays cela peut sembler étrange de le dire maintenant, mais voir comment nous nous organisons, voir comment les candidats musulmans présentent aux élections le pays, voir cela. Nous pourrions en fait avoir un maire musulman dans l'une des plus grandes villes, si ce n'est la plus grande ville occidentale du monde, et alors nous aurons, si Dieu le veut, 2 maires musulmans dans les 2 plus grandes villes occidentales du monde. C'est quelque chose de remarquable. Et ça, je veux dire, soyons honnêtes. S'il y avait un califat musulman, il est probable que vous n'auriez pas un maire chrétien, je ne sais pas, du Caire, ça n'arrivera tout simplement pas. Je veux dire, il y a donc quelque chose d'assez incroyable à ce sujet. C'est intéressant. Donc je veux dire, cela nous fait encore tourner autour du pot. Je pense que la principale controverse, ou la question ouverte de toute l'interview jusqu'à présent, c'est celle-ci. Dans quelle mesure cela peut-il être attribué au système et aux idéaux américains, et dans quelle mesure cela s'est-il produit malgré eux? Le gouvernement et l'hégémonie. Parce que, surtout si l'on parle du mouvement des droits civiques et des Afro-Américains, vous savez, des libertés civiles, tout cela a été payé dans le sang. Tout cela a été payé par des peines de prison, n'est-ce pas? Dans quelle mesure peut-on soupçonner, ou du moins craindre, qu'il s'agisse presque d'un attachement chimérique à quelque chose qui... Eh bien, laissez-moi le formuler autrement. Pourquoi attribuons-nous cela à la capacité du système américain à évoluer positivement, alors qu'en réalité c'était plutôt un processus douloureux comme arracher des dents pour essayer de le forcer dans cette direction? Et cela m'amène à un autre point, c'est que je comprends ce que vous dites à ce sujet, et je suis d'ailleurs tout à fait d'accord, en fait, lorsqu'il s'agit de stratégie, lorsqu'il s'agit des démocraties en général. Et c'est en fait un article que j'ai présenté à l'Association des juristes musulmans américains cet été. Les démocraties, telles qu'elles sont conçues, qu'on les aime ou qu'on les déteste, elles exigent un haut niveau de participation, un haut niveau d'organisation et de discipline du point de vue communautaire. Et nous devons absolument entrer dans le jeu, organiser le pouvoir. Ce sont des choses auxquelles je crois. Je ne suis pas si sûr que diagnostiquer le système américain ou même l'hégémonie américaine comme fondamentalement défaillant, je ne sais pas si cela mène nécessairement au désengagement. D'accord. Je dirais pour ma part que ce n'est pas le cas pour moi. Au contraire. Je pense que cela pourrait simplement influencer le type d'engagement et la philosophie de l'engagement que nous nous apprêtons à entreprendre. Donc, par exemple, quand on entre en fonction, ou qu'on commence une campagne, ou qu'on fait du porte-à-porte, ou qu'on se lance dans l'activisme, quelle que soit votre intervention, n'est-ce pas? Quelle est votre conception du pouvoir lorsque vous commencez ce travail? Quelle est votre conception de la façon dont l'histoire évolue? L'histoire avance-t-elle en faisant des appels moraux aux personnes actuellement au pouvoir? L'histoire avance-t-elle parce que l'Amérique finit par régler ses propres problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'elle possède ces grands idéaux sur lesquels je dois d'ailleurs revenir dans un instant. Ou est-ce plutôt une dialectique, une lutte et une contre-lutte? Où il y a ce navire, l'Amérique est un navire et il avance dans une direction et il est doté de beaucoup de bombes, de beaucoup d'armes et vous savez, de beaucoup de pouvoir. Et il y a des gens à la barre qui font de mauvaises choses avec ce pouvoir. Et nous n'essayons même pas forcément nous essayons de réduire les dommages. Je pense que c'est ce juste milieu que j'ai évoqué. J'en ai parlé plus tôt, entre l'effondrement total et l'hégémonie américaine. C'est une position où nous essayons de réduire les méfaits de la politique étrangère américaine et de réduire les méfaits de la politique intérieure américaine, pour être franc. Je parle simplement en mon nom personnel.
Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de sombre qui est dans l'ADN du pouvoir américain. Je connais suffisamment la théorie politique. Je sais que si vous faites des études de droit... Alors dis-moi d'où ça vient? D'où vient cette obscurité? Alors je vais te dire, Locke. Parlons de Locke. D'accord. Un bon livre, Ugly Freedoms, d'Elizabeth Anker, explique comment beaucoup de ces idéaux qui prétendument sont aujourd'hui des idéaux universels, mais ils n'ont pas commencé comme tels. N'est-ce pas? Quand Locke écrivait sur l'autonomie et parlait de liberté individuelle, il parlait de la liberté et de l'autonomie du maître d'esclave. Il n'avait aucune conception de cela étendue à qui que ce soit d'autre. D'accord, maintenant, historiquement, avec le temps, on a en quelque sorte réadapté ces idées pour essayer de les rendre universelles. Mais il y a une question ouverte qu'il faut poser. Ce type de liberté, ce type de... Et si on l'applique à la société, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ou bien y a-t-il encore quelque chose de vicié dans cette idée d'origine qui la rend insuffisante ou inadéquate pour la justice? C'est ce que nous voulons tous. Nous voulons tous la justice. Nous pouvons être en désaccord sur la manière d'y parvenir. Et quels sont les outils idéologiques, les outils conceptuels et la philosophie dont nous avons besoin pour fonder notre action? Mais donc, si cette chose part en fait d'une position où la domination est intégrée dès le départ, et Locke a rédigé la Constitution de la Barbade, la colonie esclavagiste de la Barbade, et ensuite il utilise le même modèle pour en faire la Constitution de l'État de Caroline du Sud. C'est ça. Beaucoup de ces personnes, vous savez, n'ont jamais eu l'intention que ces idées soient universalisées. Je ne dis pas qu'elles n'auraient pas dû l'être, mais c'est ce que je veux dire. Par exemple, y a-t-il quelque chose dans l'idée même de dominer la nature, la destinée manifeste, ou même si l'on remonte aux Lumières, l'idée de torturer la nature pour en percer les secrets? Y a-t-il quelque chose dans l'enthousiasme de Theodore Roosevelt, et vous citez Roosevelt dans votre livre, n'est-ce pas, qui, je pense, incarne parfaitement cette tension? C'est quelqu'un avec beaucoup de défauts, qui dit beaucoup de choses. On se dit peut-être, d'accord, ça a l'air bien, mais ensuite, on regarde comment il met ça en pratique, et là, on se dit, il faut que quelqu'un arrête ce type. Il va faire des trucs vraiment tordus. Donc c'est, je pense, la question principale. Je suis beaucoup plus sceptique quant à la puissance américaine. Je suis aussi plus sceptique quant à la façon dont les États-Unis, je ne vois pas forcément... Je suis d'accord qu'il y a, et c'est la différence, et vous l'avez mentionné, la différence entre les États-Unis en tant que prétendue démocratie et l'Égypte. Oui, enfin, il y a effectivement des vecteurs d'influence qui n'existent pas ailleurs. Un réaliste pourrait venir et dire « Oui, mais on peut toujours faire une révolution en Égypte, non ?» Donc il y a ça, c'est ce vecteur-là. Ici, tu n'as pas de vote, tu as du lobbying, tu as l'IPAC, tu as tout ça. Donc, c'est vrai, il y a des constitutions démocratiques, mais il y a plusieurs façons dont elles sont contournées. Tu as les médias, tu as Zuckerberg et Musk, et ils contrôlent l'opinion publique. Donc, et je ne dis pas que tu es naïf à ce sujet, comme tu l'as déjà dit, ce ne sont pas des choses parfaites, mais je suppose qu'au lieu de tracer des lignes très claires, j'hésiterais à le faire et à dire. C'est comme s'il y avait la manière américaine, puis l'hégémonie, puis la manière autoritaire, et puis l'autre. Je vois que les gens ont besoin de pouvoir, et je pense que les gouvernements, s'ils en ont la possibilité, et c'est là où je suis d'accord avec toi, s'ils en ont la possibilité, si tu leur concèdes ce terrain et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, ça va mal finir. Ils n'arrangeront rien, ça va empirer. Nous allons nous voir davantage. Vous avez vu ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 90, même si la puissance américaine était encore présente en Somalie, elle agissait encore. Il convient de le noter. C'est l'intervention américaine qui a mis fin au génocide en Bosnie. Mais si vous parlez aux Bosniaques, si vous leur parlez, ils diront qu'ils ont attendu. Pas seulement ça, si vous parlez aux Bosniaques. Ils diront que les Américains ne se sont impliqués que lorsque nous avons commencé à gagner. Parce qu'ils avaient peur d'une nation musulmane en Europe. C'est ce qu'ils m'ont dit en Bosnie. D'accord, c'est juste. Bosniaques, si vous regardez, cliquez sur le bouton commentaire et participez. Et il y avait beaucoup de Bosniaques à Utica. Donc nous avions beaucoup de Bosniaques là-bas. Et selon eux, une fois qu'ils se sont organisés, qu'ils ont commencé à produire leurs propres armes, ils gagnaient du terrain et ils allaient vraiment s'en prendre aux Serbes. C'est à ce moment-là que les Américains sont intervenus et genre, d'accord, faisons un accord de paix. C'est ça. Bon, je parle trop. Enfin, l'idée c'est... Je reste très sceptique à l'idée d'attribuer même les changements positifs à la puissance américaine. Je suppose que je suis plutôt du genre Howard Zinn,
Je pense que les gens doivent construire leur propre pouvoir pour contrôler le gouvernement et réduire les préjudices. J'ai peur d'un autoritarisme venant d'autres personnes. Je ne regarde pas avec des lunettes roses aucun autre grand système qui existe, mais je ne fais pas non plus confiance à l'hégémonie américaine. Je pense que réduire les préjudices, surtout, je pense qu'Israël en est l'exemple parfait. C'est comme si les ficelles devaient être coupées. Les États-Unis soutiennent Israël dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de génocide sans les États-Unis. Oui, c'est vrai. Ils l'admettent, oui, n'est-ce pas? Alors, quel devient notre rôle dans ce cas? Je pense que c'est un très bon exemple. On arrête la normalisation, on boycotte, on essaye de punir, tu sais, électoralement, les personnes qui soutiennent ces politiques du type Israël d'abord et ce genre de choses. Et ensuite, on réduit les préjudices et ils peuvent trouver une solution et nous avons fait notre part. C'est du moins comme ça que je conçois une manière morale et éthique d'interagir avec le pouvoir des États-Unis. Le pouvoir, cela ne veut pas forcément dire appeler à une hégémonie américaine qui va se racheter, sauver le monde ou être meilleure qu'une alternative. Je n'en suis pas sûr. J'en suis là. Il y a beaucoup de bonnes pistes là-dedans. Bienvenue sur The Thinking Muslim. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu. Bienvenue dans le programme Le Penseur Musulman, le Muslim Penseur. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je suis heureux d'être ici avec vous. Merci. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mes invités et moi parlons désormais l'ourdou, l'arabe et le français, avec l'aide de l'IA bien sûr. Nous visons à toucher un public plus large et espérons doubler nos archives et nos nouveaux programmes dans ces langues. J'ai besoin que vous vous abonniez à ces chaînes et que vous aidiez à faire passer le mot. Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci d'envisager de faire un don ou de devenir membre. Eh bien, concernant la lutte pour les droits civiques, je dirais simplement que les icônes des droits civiques, Martin Luther King, Medgar Evers, tout ce mouvement, du moins le côté plus proche de la non-violence, différent de celui de Malcolm X, était bien plus axé sur l'appel aux valeurs américaines et aux protections constitutionnelles américaines et voyait cela comme l'accomplissement des documents fondateurs. Et je pense que cela leur a donné du pouvoir. Et c'est ce qui a permis à leur propre vision de finir par s'aligner avec celle de tant d'Américains parce qu'ils faisaient appel à quelque chose que les Américains ressentaient comme faisant partie de leur ADN. Et donc ce sont deux façons différentes d'aborder la question de l'ADN. On peut dire que nous sommes entachés par le péché originel, ou bien que dans nos documents fondateurs, il y a une graine de progrès qui a été implantée. Du moins par certains des fondateurs, et c'est ainsi qu'ils le voyaient. Ils étaient partagés au sujet de l'esclavage, et certains d'entre eux voulaient l'interdire, mais le contexte de l'époque ne le permettait pas. Alors, qu'ont-ils fait? À la place, ils ont inclus dans les documents fondateurs des éléments qui pourraient plus tard être utilisés pour interdire l'esclavage. Ce n'est pas pour faire une analogie directe ici, mais je pense que, d'une certaine manière, évidemment, l'esclavage à l'époque, à la période prémoderne, au temps du prophète, était très différent. Et je ne pense pas que ce soit comparable. Jonathan Brown et d'autres ont écrit à ce sujet, mais je pense qu'il y a tout de même une certaine similitude. Si un contexte ne permet pas l'abolition totale de l'esclavage, alors ce que l'islam a fait, c'est qu'il a semé les graines de la libération des esclaves et de leur affranchissement. Donc je pense que c'est parfois ainsi que le progrès se produit. Et on pourrait aussi dire la même chose, que l'islam a semé les graines du progrès concernant les droits des femmes. Il y avait des limites à ce qu'on pouvait accomplir dans l'Arabie du 7e siècle, mais il y avait là des éléments qui étaient révolutionnaires pour l'époque, que les générations suivantes allaient utiliser pour dire que les femmes méritent et nécessitent plus de droits, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a quelque chose, je retrouve un peu cela dans le projet américain, et je pense qu'il est très rare que des pays aient cela inscrit dans leurs documents fondateurs. Et encore une fois, il faut se demander, pourquoi y a-t-il une telle attirance? Comment l'Amérique a-t-elle réussi à toucher l'imaginaire moral de tant de personnes au fil du temps, même celles qui finissent par quitter l'Amérique?
Je veux dire, j'en parle dans le livre, la célèbre citation de James Baldwin, qui a quitté l'Amérique pour Paris. Il disait simplement « j'en ai fini avec ça ». Mais il a dit « j'aime l'Amérique ». Et c'est précisément pour cette raison que j'insiste pour la critiquer sans cesse. Il y a donc quelque chose dans le fait d'aimer l'Amérique et de la critiquer. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. Et ce n'est pas pour dire que je suis comme James Baldwin, mais je pense que je suis inspiré par ce message. Nous nous en soucions. Si cela ne nous importait pas, nous n'aurions pas cette conversation. Exactement. Et c'est pourquoi nous devrions, en tant que musulmans américains, et cela me préoccupe aussi dans le livre, je mentionne beaucoup de statistiques et de sondages à ce sujet. Quand on demande aux jeunes Américains s'ils sont fiers d'être Américains, les chiffres ont chuté à des niveaux historiquement bas. C'est difficile d'être fier américain. C'est le problème que j'essaye de souligner. Pourquoi est-ce vraiment si difficile? Ceci est notre pays. Je pense que c'est difficile. Eh bien, c'est un problème, je pense. En être fier. Je ne vais pas me dérober à cela. Ce serait bien si je réfléchissais. C'est un choix que nous pouvons faire. Nous avons une agence là-bas. Nous pouvons choisir d'être fiers. Une dernière chose avant que j'oublie. Je voulais juste faire un geste ici. La question est de savoir si les appels moraux à la meilleure nature de l'Amérique fonctionnent. Même maintenant, pendant le génocide à Gaza. Ce n'est pas suffisant, loin de là, mais c'est tout de même quelque peu encourageant que presque la moitié du caucus démocrate au Congrès appelle désormais à bloquer l'envoi de bombes à Israël et à suspendre l'aide militaire. Il s'agit d'un caucus progressiste qui compte environ 100 membres et ils s'expriment avec force sur ce sujet en tant que groupe collectif au Congrès. Cela montre que le travail que tant d'entre nous ont accompli au cours des 2 dernières années, l'organisation, la prise de parole, malgré tous les obstacles, le message passe et le Parti démocrate est en train d'évoluer. Et ce, malgré le fait que nous soyons complètement dépassés en termes de, vous savez, de dons, les dons à l'AIPAC par rapport aux dons à n'importe quelle autre organisation. Les équivalences sont dans l'espace progressiste arabo-musulman. Cela me dit qu'il y a quelque chose dans le fait d'être américain qui fait que, waouh, vous savez quoi, on ne peut pas, on a des idéaux, et il y a un décalage, il y a de l'hypocrisie, nous reconnaissons notre propre hypocrisie, et que nous devons trouver un moyen de combler l'écart entre les idéaux auxquels nous prétendons croire et la réalité. Et cela anime un nombre croissant de membres du Congrès, de décideurs politiques et de politiciens, même au sein du Parti républicain. Voir quelqu'un comme Marjorie Taylor Greene qualifier cela être l'une des premières législatrices à parler de génocide. Ce n'est pas la seule. Les démocrates sont bien meilleurs sur ce sujet, mais même au sein de MAGA, au sein du Parti républicain, il y a le sentiment que nous ne devrions pas tuer tout le monde. Nous ne devrions pas faciliter le massacre de toutes ces personnes. Et encore une fois, cela montre qu'il y a des progrès. C'est au moins ça. Le débat public en Amérique sur Israël, la Palestine et Gaza est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2 ans. Il est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. Et cela m'indique quelque chose d'important sur qui nous sommes en tant que pays. C'est tout simplement insoutenable. Mais au final, ce sera à nous de conclure ce changement. Et j'espère que dans 10 ou 15 ans, ce que je veux que mon livre soit, enfin, si Dieu le veut, Inch'Allah, ce serait merveilleux. Si je peux le mettre entre les mains d'assez de jeunes, de musulmans et de progressistes, qu'il éveille quelque chose en eux, qu'ils se disent, vous savez quoi, en fait, nous voulons nous battre plus fort pour les idéaux auxquels nous croyons. Nous voulons nous battre plus fort pour le projet américain. Mais pour que cela arrive, ils doivent dépasser. Leur sorte d'auto-haine n'est peut-être pas le meilleur terme, mais je pense qu'il y a parfois un peu d'auto-haine. Je veux dire, cela m'est arrivé tellement de fois quand je dis quelque chose comme « J'utilise le mot amour pour décrire ma relation à l'Amérique, ce que je trouve tout à fait raisonnable. Tu devrais, je pense.
Pour un pays aussi grand que le nôtre, et pour un pays qui a tant donné à ma famille, l'amour est précisément le mot juste. Mais ensuite, surtout les libéraux blancs diront ça. Ils seront là genre, Shadi, tu dis juste amour? Vous aimez l'Amérique? J'adore! Et oui. Oui, et il faut bien que quelqu'un le défende. Et je ne suis peut-être pas la personne à qui vous vous attendriez pour défendre cela, vous savez, un musulman brun qui a été très critique envers la politique étrangère américaine. Toute ma carrière s'est construite sur mes critiques de la politique étrangère américaine et de ce que l'Amérique a fait au Moyen-Orient et en soutenant des dictatures. Donc, et je devrais aussi préciser, j'ai écrit certaines parties du livre avant le 7 octobre. Le 7, et puis j'ai dû faire face à est-ce que je me sens à l'aise avec mon propre argument après le 7 octobre? Et j'ai dû me débattre avec ça. Ça a été difficile pour moi. Et je me disais, comment puis-je aller voir mes compatriotes arabes et musulmans et défendre la puissance américaine? Il y a aussi eu un débat dans ma propre tête et avec l'éditeur sur le meilleur titre à choisir. J'avais des sentiments mitigés à propos de la défense de la puissance américaine. Mais au final, j'ai senti que si je défends une position, je dois l'assumer. Et je ne devrais pas me cacher derrière des euphémismes, ni minimiser mes propres arguments. Je veux que ce soit dans le titre, au final. Parce que c'est ce que je fais, je défends la puissance américaine. Je pense vraiment que la puissance américaine, au moins pour le reste de ma vie, je ne peux pas dire. C'est peut-être un autre fil intéressant à tirer. Dans 100 ou 200 ans, il y a peut-être un argument pour dire qu'il pourrait exister, hypothétiquement, je sais que les musulmans aimeraient le croire, un califat musulman qui pourrait être une alternative. Mais cela n'arrivera pas de notre vivant, ce n'est pas viable. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Owem Oranjum. Il n'y a pas pour l'instant de perspective réaliste pour le califat. Alors est-ce vraiment utile de fantasmer sur quelque chose qui n'arrivera pas? Ou bien travaillons-nous avec ce que nous avons? Ce que nous avons, c'est la puissance américaine. Travaillons avec cela à l'intérieur de ce cadre et essayons de l'améliorer, d'en faire un instrument au service des valeurs musulmanes d'une certaine manière. L'Amérique peut-elle être un instrument pour les valeurs musulmanes, pour les choses auxquelles nous croyons en tant que musulmans américains? Il dirait que c'est ça, le fantasme. Et que même si le califat est peut-être lointain, l'Oumma est bien vivante, n'est-ce pas? Mais c'est juste, vous savez, un retournement amusant. Mais il y a une ironie ici, c'est que je pense qu'il y a une similitude entre certaines des choses que toi et moi appelons de nos vœux. Mais nous y arrivons par des chemins et des méthodes très différents. Si je peux revenir juste une seconde sur ce point, je veux approfondir le dilemme moral d'avoir à écrire un livre. Un livre qui couvre, vous savez, l'avant et l'après 7 octobre, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et en fait, j'ai dû faire la même chose, moi aussi. Mon livre n'appelait pas à la puissance américaine comme un livre d'histoire, mais il y avait simplement la difficulté émotionnelle et psychologique d'écrire quoi que ce soit après ce que nous avons vécu. Mais d'abord, je veux dire, il y a un argument que certaines personnes ont avancé. Et certains sociologues et historiens disent que les Malcolm X et les Black Panthers étaient la raison principale pour laquelle la société américaine a finalement conclu un accord avec les Martin Luther King. Que plutôt que d'être des forces opposées, ce sont des forces complémentaires dont l'une oblige le pouvoir à venir à la table des négociations. Donc, encore une fois, c'est ainsi que nous concevons le pouvoir. Je pense que discursivement, je peux imaginer comme un argument pour ce que tu dis, à savoir que c'est une démarche aspirationnelle. C'est-à-dire, nous essayons de toucher les gens, c'est là où ils en sont, c'est ce qu'ils prétendent valoriser, et donc nous voulons parler à travers cela et avec cela afin de mobiliser une certaine action. Je peux, d'un point de vue instrumentaliste, je peux adhérer à cela. Mais, tu sais, je pense que d'une autre manière, quand je réfléchis à la façon de motiver les musulmans en particulier, peut-être que nous évoluons simplement dans des cercles différents, mais je ne vois pas forcément beaucoup de musulmans être vraiment ancrés dans la déclaration d'indépendance et les idéaux fondateurs du projet américain.
Je vois un amour pour l'islam et j'ai d'ailleurs présenté mon argument à l'association des juristes de manière similaire. Impliquez-vous, vous devez vous impliquer. Vous le devez. Mais le langage et le discours que j'ai utilisés pour en arriver là étaient les suivants. Si vous voulez avoir une communauté musulmane viable et encore plus florissante en Amérique dans 10, 15, 50 ou 100 ans, vous devez vous impliquer. Vous ne pouvez pas abandonner cet espace à des gens qui aimeraient transformer l'Amérique en France, disons, n'est-ce pas? Nous surréglementer et faire des musulmans de tels parias que nous ne pourrions même plus vivre ici, n'est-ce pas? Donc je pense que cela dépend si on dit simplement... Je déteste dire cela malhonnêtement. C'est comme, allez les gars, c'est comme, faisons le truc de la démocratie, d'accord? Je peux comprendre cela. Je suppose que je suis, surtout après le 7 octobre, je n'arrive pas vraiment bien à voir les États-Unis d'Amérique comme une puissance considérable dans sa forme actuelle et présente, comme une force bénéfique pour le bien de tous. Et même si cela pouvait être le cas, le monde peut-il se permettre d'attendre? Je pense que c'est l'autre question. C'est comme le monde peut-il attendre que les États-Unis règlent leurs problèmes? Ces lenteurs et des centaines de milliers de personnes sont affectées. Quelle est l'alternative pour le moment? Le seul pays qui peut arrêter Israël, c'est les États-Unis. Israël n'écoutera personne d'autre. C'est vrai. Et c'est là que le pouvoir américain, si nous utilisions notre pouvoir pour le bien, si nous utilisions le pouvoir que nous avons sur Israël, si nous utilisions notre influence auprès des soi-disant dictatures pro-occidentales du Moyen-Orient, et que nous disions, écoutez, si vous voulez notre aide, vous devez donner quelque chose en retour et respecter les droits humains. Vous devez arrêter de tuer des gens. Vous devez arrêter d'emprisonner des gens. Si nous utilisions notre pouvoir de cette manière, je veux dire, c'est ça, pour moi, la promesse. Nous avons du levier. Et ma critique depuis longtemps, c'est que dans ces relations bilatérales avec des pays comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc., nous agissons comme si nous étions le partenaire junior. On se dit, oh, on ne peut pas mettre trop de pression sur l'Égypte parce que ça va les fâcher et les aliéner. Et puis, ils feront ceci. Et puis, ils feront cela. Nous sommes la superpuissance. Agissons comme tels, à un certain niveau. Si nous pouvions fusionner ce sentiment de confiance et de sécurité avec notre propre puissance. Et dire, en gros, ne jouez pas avec nous. Mais tu as toi-même dit que c'est aussi une question de la qualité des individus que nous avons. Oui. Imagine les personnes que nous avons actuellement adopté cette attitude. Mais c'est bien que des musulmans entrent nos gouvernements. C'est vrai. Et j'aimerais en voir encore plus. Mais j'ai aussi ressenti un certain sentiment, ce sentiment de perte de confiance. Vers la fin de l'administration Biden, même certains de mes amis musulmans qui faisaient partie de l'administration Biden disaient « on en a assez ». Oui. On ne sait tout simplement pas comment on pourrait faire ça. On ne peut pas refaire ça. Et j'aimerais qu'ils trouvent des moyens de revenir au gouvernement lorsqu'il y aura une nouvelle administration démocrate. Ça va prendre du temps. Il faut de la patience. Nous sommes une religion de patience. Nous devons accepter qu'il n'y aura pas de victoires immédiates. C'est un long combat. Et c'est ainsi que nous avons dû envisager la question. Cela prendra-t-il 10, 15 ou 20 ans? Peut-être. Et je tiens à préciser que je trouve le modèle Zoran Mamdani très impressionnant. Et cela rappelle en quelque sorte Martin Luther King et la lutte pour les droits civiques, cette idée qu'il faut avoir une présentation impeccable. Il porte toujours un costume. Il n'utilise pas de langage grossier. Il ne parle pas comme un militant. Il l'est. Il y a une sorte d'idéalisme mêlé de pragmatisme chez quelqu'un comme lui. Et ce modèle, c'est une danse délicate. Mais je pense que c'est ce modèle dont les musulmans devraient s'inspirer. Nous devons être au meilleur de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire des choses qui paraissent folles, qui aliènent les autres et qui ne sont pas en accord avec l'idéal américain. Dès que nous commençons à dire, dès que nous entrons dans le discours du genre « l'Amérique est mauvaise, l'Amérique a une sorte de mal originel », comme ce qu'on a beaucoup entendu pendant la période du woke entre 2016 et 2022, cette période de pic du woke, si l'on veut, cela a rebuté beaucoup d'Américains.
Et cela a mené à un véritable retour de bâton. Les Américains n'aiment pas ça. Non. Quand on parle de façon aussi négative des origines de l'Amérique, cela n'intéresse tout simplement pas grand monde. Je suis d'accord. Et en fait, j'ai beaucoup développé de messages autour de l'idée de rédemption. Et je pense que l'islam est unique en ce sens qu'il offre la rédemption à n'importe qui, même Trump, même quelqu'un que tu détestes, pourrait être racheté par le repentir et la contrition. Et ce genre de choses, c'est très anti-woke, non? Ça va juste te coller une étiquette, te salir et te ridiculiser. Mais je pense que le point de blocage ici concerne toujours le pouvoir, car je peux imaginer d'autres alternatives. Et tu demandes, par exemple, comment pourrions-nous obtenir un changement de politique particulier en Israël ou au Moyen-Orient? Je peux imaginer d'autres moyens d'y parvenir sans le pouvoir américain et les États-Unis, en train d'imposer leur superpuissance. Attends, parce que parfois il y a la présence et il y a l'absence, n'est-ce pas? Regarde ce qui s'est passé en Syrie. Regarde la révolution syrienne. C'était une situation intéressante dans laquelle le manque de volonté politique des États-Unis à s'impliquer et le manque de volonté politique de la Russie à s'impliquer ont créé une sorte d'opportunité là-bas. Donc parfois, si les États-Unis avaient été plus interventionnistes dans leur implication, je pense que cela aurait été pire. Ce n'est pas pour dire que je sais, le verdict n'est pas encore tombé sur Shara et tout ce qui se passe. Et les gens s'inquiètent de la normalisation et de ce qui se passe. Nous verrons comment les choses évoluent. Mais je pense qu'il y a une inquiétude, même si l'on se limite à la situation actuelle des États-Unis, surtout en ce qui concerne le Moyen-Orient. Tout ce dans quoi ils s'impliquent ne finit généralement pas très bien. Et donc, il ne s'agit pas forcément d'avoir une puissance alternative qui vienne s'en occuper, mais prenons simplement l'exemple d'Israël. Si nous nous organisons réellement pendant toute la durée nécessaire pour obtenir le désinvestissement du gouvernement et des universités, nous aurons un boycott fonctionnel. Un peu comme en Afrique du Sud, complètement isolé, j'imagine. Est-ce encore une question de sémantique? S'agit-il de la puissance américaine ou bien d'un manque de puissance américaine, d'une rétention de la puissance américaine, et puis avoir une entité très maléfique qui commet des actes très maléfiques? L'automne, il faut reconsidérer la situation ou se résigner à sa nouvelle réalité, car elle ne sera pas maintenue à flot. Il y a donc deux possibilités. Je pense que ce que vous avez présenté consistait à obtenir l'aide de l'Égypte et de la Jordanie et à utiliser cela pour exercer une influence directe sur Israël. Devez arrêter ça. Mais je peux imaginer d'autres itinéraires. Je peux imaginer d'autres voies qui consisteraient à couper les liens et à dire, voilà, c'est votre œuvre, votre responsabilité, et ce sont vos politiques. Et nous coupons ces liens, et tant que vous ne vous arrêtez pas. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'être convaincu, je suppose, quand il s'agit de cette situation binaire. Et attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre le pouvoir du peuple. Et que les gens trouvent, à travers la société civile, des moyens de faire pression sur Israël en suspendant les relations avec les universités et ce genre de choses. Je pense qu'au final, il faut probablement les deux approches. Je pense qu'une voie est plus importante que l'autre, au bout du compte, parce que j'ai l'impression qu'Israël pensera pouvoir tout se permettre, y compris tuer, à moins qu'il ne commence à voir la classe politique américaine refuser l'aide militaire. Si l'armée israélienne ne peut plus fonctionner de la même manière, s'ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur allié le plus proche, c'est, selon moi, la voie à suivre. Je dirais aussi qu'en ce qui concerne la Syrie, les États-Unis n'ont pas utilisé leur pouvoir. En août 2013, lorsque le régime d'Assad a franchi la ligne rouge, la soi-disant ligne rouge, et a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Mais même avant cela, alors qu'il tuait déjà des dizaines de milliers de personnes, à ce moment-là, c'était bien plus de 100 000 personnes tuées. Et le fait que les États-Unis se soient simplement tenus à l'écart et aient permis que cela se produise. Les Syriens eux-mêmes demandaient à l'Amérique d'intervenir et ils ont été surpris que l'Amérique ne le fasse pas. Parce que lorsque Obama a dit qu'Assad devait partir, les gens ont pensé peut-être qu'il est sérieux, peut-être qu'il va agir, peut-être. Ce n'est pas que de la rhétorique. Et c'est là que je pense que l'absence de puissance américaine peut aussi être destructrice. Nous nous concentrons tellement sur le fait que la présence de la puissance américaine pose problème.
Mais lorsque les États-Unis décident de ne pas s'impliquer, cela peut aussi mener à la destruction. Quand des gens sont tués en si grand nombre, les États-Unis sont souvent le seul pays capable d'intervenir et d'arrêter les massacres. Et cela nous ramène à ce dont nous avons parlé avec le Kosovo au minimum. Et j'irai même jusqu'à citer la première guerre du Golfe. Lorsque les Koweïtiens étaient tués, lorsque le Koweït était occupé, aucun autre pays n'aurait pu arrêter cela. Donc c'est le cas. Je reste aussi un partisan. Je pense toujours que ce que les États-Unis ont fait en Libye était la bonne chose à faire à ce moment-là. Nous, il y avait un massacre. Il y avait déjà des massacres de masse sous Kadhafi. Cela allait empirer. Kadhafi avançait vers Benghazi. Et puis les États-Unis et leurs alliés sont intervenus et ont empêché Kadhafi et ses forces de tuer. Je pense qu'il était très probable que la Libye devienne quelque chose de similaire à la Syrie sous Assad. Ce n'est pas idéal aujourd'hui, et il y a une guerre civile qui se poursuit. Mais si l'on regarde réellement le nombre de victimes, c'est bien moins élevé que ce que nous avons vu en Syrie, où plus de 500 000 personnes ont été tuées. Donc je pense simplement qu'à un certain niveau, lorsque des massacres de masse ont lieu, la puissance américaine est la première et la dernière ligne de défense. Nous ne l'utilisons pas toujours, et c'est en partie ce qui fait la tragédie. Et Obama, je pense, était très réticent à utiliser la puissance américaine de cette manière. Je pense qu'il y a peut-être autre chose en jeu également, à savoir que quel est le critère ou la logique qui détermine quand elle est utilisée et quand elle ne l'est pas? Parce qu'il semble que ce soit dans des logiques très opportunistes de réal politique. Et j'ai des personnes qui m'ont dit de l'intérieur que la façon dont ces décisions sont généralement prises, ce n'est pas basé sur des idéaux. C'est basé sur, vous savez, est-ce que cela sert nos intérêts? Comment cela fait-il avancer notre sécurité? Comment cela fait-il avancer notre vision? Sûr, c'est déraisonnable, c'est... Pas déraisonnable, mais je dis que si on parle de convaincre les gens par des idéaux, pour défendre la puissance américaine, mais que cette puissance n'est utilisée ou retenue que lorsque cela profite aux États-Unis, alors qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Y a-t-il quelque chose de plus fondamental à changer? Je suppose que c'est ce que j'essaie de dire. Y a-t-il quelque chose de plus fondamental à changer? C'est-à-dire, vous savez, comment décidons-nous quand le pouvoir est utilisé ou quand il est retenu? Et est-ce raisonnable? Et c'est là que ça devient une question de sceptique contre optimiste. Est-il raisonnable d'attendre de n'importe quel État, et encore moins des États-Unis, qu'il n'utilise ou ne retienne son pouvoir autrement qu'en fonction de ses propres intérêts? Est-il raisonnable de s'attendre à ce qu'il agisse sur la base de principes, sur la base d'idéaux plus élevés? Je pense qu'il est difficile de séparer le principe de l'intérêt parce que dans l'esprit d'un décideur politique, les deux fonctionnent simultanément. Et c'est toujours compliqué de savoir comment les gens prennent des décisions. Nous savons dans le cas de l'intervention en Libye que des personnes comme Samantha Power et d'autres, qui sont plutôt jeunes et dont les idées sont teintées d'humanitarisme, ont fait pression sur Barack Obama, qui était au départ réticent à s'impliquer en Libye. Et ils ont dit « Nous devons le faire parce que nos idéaux sont en jeu ». Ce sont des personnes qui étaient animées par cela. Bien sûr, ils prenaient aussi en compte les intérêts américains, mais je pense qu'on ne peut jamais vraiment séparer l'un de l'autre. La question, c'est de savoir dans quelle proportion, comme est-ce 20-80, 80-20. Mais je dirais aussi, imaginons le contrefactuel comme un califat musulman. S'il existait un califat musulman avec autant de pouvoir que l'Amérique aujourd'hui, ce califat prendrait aussi des décisions en fonction de ses propres intérêts. Ce ne serait pas uniquement des valeurs ou des principes musulmans purs. Oui. Et encore une fois, que pour revenir à la question de l'islam. Certains califats musulmans ont fait des choses assez terribles à différentes époques et ont opprimé leur propre peuple d'une manière très contraire aux principes islamiques. Je veux dire, peut-être qu'on le saura dans 500 ans, ce que ferait ce califat musulman hypothétique s'il détenait beaucoup de pouvoir. D'accord, non, c'est bien. Donc, on commence à conclure certains sujets. J'ai l'impression que, voyons voir, tu as mentionné dans ton livre que lorsque des personnes de ta propre communauté entendent ta thèse, ils grimacent.
Oui. Qu'est-ce que ça fait? Parle-moi de la réception du livre, des réactions négatives que tu as reçues, car après le 11 septembre, nous avons été criminalisés. Nous sommes perçus comme une population asécurisée. Il y a eu des gens certains de la Holy Land, 5 sont encore en prison. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des personnes qui ont été intimidées, ciblées et piégées par le FBI et ce genre de choses. Donc c'est assez difficile à faire accepter, non? Leur dire que plus de pouvoir américain est en réalité ce dont on a besoin. Parce qu'ils ne pensent même pas seulement à la politique étrangère, ils pensent à ce qui s'est passé ici, chez nous. Alors, comment as-tu géré cela? C'est difficile. Je veux dire, parfois ça me donne moins envie de participer à certains types de débats avec les gens. J'ai, des idées provocatrices sur plusieurs sujets différents et je suppose que j'y suis habitué. J'ai développé une carapace, mais je n'aime pas non plus le conflit. Oui, donc... Pour moi, me retrouver dans certains types de disputes où les gens remettent en question ma musulmanité ou se demandent si je suis un vendu ou ce genre de choses, ça fait mal, évidemment. Et c'est pour ça que je dois, en quelque sorte, revenir à moi-même et essayer de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que je pense que mes arguments peuvent aider à améliorer mon pays? Et si mes arguments peuvent aider les gens à voir les choses sous un autre angle et les inspirer à l'activisme, les inspirer à s'impliquer, les inspirer à porter un nouveau regard sur le projet américain et l'idée américaine. Donc je dois en quelque sorte me reconnecter à mes propres objectifs à cet égard, parce qu'au final, je me réveille chaque matin et je dois me demander, vous savez, parfois je me sens épuisé. C'est une période très sombre. Parfois, j'ai juste envie de me cacher et de vivre dans une ferme quelque part. Et parfois, je n'ai pas tellement envie d'écrire sur la politique. Donc chaque jour, il s'agit de renouveler mon objectif et de me demander, est-ce que cela est cohérent avec mon islam? Est-ce que cela est cohérent avec mes engagements en tant que citoyen américain? Mon intention peut-être, est-ce que mon intention, moi aussi, vous savez, on veut vendre des livres, mais est-ce que mon intention ultime est pure? Et je dois me reconnecter à cette intention et m'assurer qu'elle est bien là. Et c'est une sorte de pratique quotidienne sur laquelle on doit méditer et avec laquelle il faut composer. Donc, ça fait mal que d'une certaine manière, je n'ai jamais été pleinement accepté par tout le monde dans la communauté musulmane américaine et certaines personnes ont une image négative de moi. Certaines personnes me voient de façon positive et c'est simplement quelque chose avec lequel je dois vivre. À l'Institut Yakin, on dit que, vous savez, c'est intégré dans les statistiques. Statistiquement, il y aura un pourcentage de gens qui te détestent. Oui, et ça témoigne de ton travail. Si tout le monde aimait ce que tu faisais, cela soulèverait sans doute des questions. Ce serait un peu étrange si tout le monde était d'accord avec toi. C'est donc un peu comme ça que je le vois, mais j'ai dû repenser certaines parties de mon argumentation, et finalement Gaza a pris une place plus importante dans le livre. En réécrivant et en repensant certains passages, je voulais être très clair sur ma position concernant Gaza. Oui. Et c'est pour ça que j'espère que, même, j'essaie de m'adresser à des gens comme les centristes, les conservateurs, les républicains, et s'ils peuvent comprendre mon argument sur Gaza, parce que je pense que les gens verront l'argument en faveur de la puissance américaine et ils se diront « Ah, voilà un de ces bons musulmans qui va dire des choses qui nous plaisent. » Mais quand ils liront réellement le livre et verront mes critiques de la politique étrangère américaine, et ma longue discussion autour de Gaza et d'Israël, de la Palestine, j'espère que cela bousculera les gens là où ils ne s'y attendent pas. Ils s'attendront à une chose en commençant et se diront « Tiens, ce n'est peut-être pas ce à quoi ils sont habitués à entendre. » Cet argument-là, on ne l'entend pas tout le temps. Et c'est ce que j'espère pouvoir faire parce que je suis en quelque sorte dans le courant dominant et je suis chroniqueur pour le Washington Post. Je suis présent dans de nombreux médias grand public, ce qui me permet de porter des arguments qui, autrement, n'auraient pas droit de citer. Bien sûr. Diriez-vous que votre livre s'adresse davantage aux non-musulmans ou aux musulmans, ou est-ce à parts égales? Aux non-musulmans, parce qu'ils sont nombreux. Bien sûr. Oui, je veux dire 1% de la population américaine. On ne veut pas trop miser là-dessus.
Oui, absolument. D'accord, donc on va conclure. Tu as à peu près tout dit. J'allais poser encore quelques questions sur le 7 octobre et la façon dont cela a joué un rôle, mais je pense que tu y as déjà plus ou moins répondu. Je suppose que le dernier obstacle, je pense que certaines personnes pointeraient du doigt le 7 octobre et tout ce qui s'est passé ensuite, et diraient que cela représente une impossibilité du pouvoir américain, comme si c'était la conclusion logique du pouvoir américain. Alors, ton dernier argument pour expliquer pourquoi cela est en réalité une possibilité et non une impossibilité. Écoute, je pense que notre politique désastreuse à Gaza n'était pas inévitable. Rien ne nous obligeait à être aussi mauvais que nous l'avons été et que nous le sommes encore. Encore une fois, ce sont des choix qui ont été faits par des individus. Si Bernie Sanders avait gagné en 2020 au lieu de Joe Biden, je pense que nous aurions une politique très différente à Gaza. Malheureusement, les électeurs des primaires démocrates avec une certaine implication du Comité national démocrate. En inclinant un peu la balance, nous nous retrouvons malheureusement avec Joe Biden. Et je pense que tout le pays et les démocrates se rendent compte à quel point cela s'est avéré être un désastre pour notre pays parce que cela a ouvert la voie au retour de Donald Trump. Mais il se trouve que Joe Biden était idéologiquement attaché à Israël d'une manière qui l'a rendu très obtus sur ces questions. Il avait cette illusion d'un Israël qui n'existe plus parce qu'il est très âgé et il garde cette image d'Israël, l'outsider des années 1960 et 1970. Ce sont ces années-là qui ont façonné sa compréhension de ce qu'était Israël. Et il y avait d'autres personnes, certains de ses principaux conseillers, qui malheureusement avaient peut-être des opinions moralement compromises. En d'autres termes, cela aurait pu être différent s'il y avait eu d'autres personnalités, d'autres individus à d'autres moments, avançant d'autres arguments. Il n'y a donc rien d'intrinsèque au pouvoir américain ou à la structure du gouvernement américain qui exige que les personnes pro-israéliennes soient toujours celles qui prennent les décisions finales sur ces questions. Et c'est tout à fait plausible que dans 10 ou 15 ans, il puisse y avoir un candidat démocrate à la présidence qui est réellement motivé par ces questions et éprouve une profonde et constante sympathie pour les Palestiniens et souhaite agir en ce sens. C'est là où se trouvent les électeurs démocrates. Donc si vous voulez être à l'écoute de vos propres électeurs, de votre base, de vos administrés, vous allez devoir être quelque peu critique envers Israël. Si vous êtes un défenseur inconditionnel d'Israël, il est probable que vous ne gagnerez pas. C'est ça. L'investiture démocrate en 2028 ou 2032 ou peu importe. Voilà donc pour moi une sorte de réplique à l'argument structurel. Je ne crois pas à une structure de cette façon. Quoi ? Quand on parle de l'ADN ou de la structure d'un pays ou un gouvernement, nous parlons toujours d'individus qui font des choix, et cela me donne un peu d'espoir. Nous sommes tous des individus, nous avons un pouvoir d'action, et nous serons en fin de compte responsables de ce que l'Amérique deviendra ou ne deviendra pas. Et nous n'aurons que nous-mêmes à blâmer si cela ne devient pas ce que nous souhaitons. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Je crois pouvoir dire sans me tromper que même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, c'était formidable d'entendre votre explication de vos points de vue. Et merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Tom. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci d'être venu, Shadi. Merci vos explications. Oui, merci beaucoup, Tom. J'ai vraiment apprécié. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission, et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com adhésion. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels. Avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi, Jazakallah khair et gardez-nous dans vos duas.